Nous arrivons à la fin de cette session un petit peu particulière où nous avons essayé de comprendre un peu mieux la discipline sociologique à partir de la relation qui se noue au quotidien entre l'individu et la société. Donc les deux dernières séances, je voulais les consacrer à la question du changement social. Dans cette tension-là entre individu et société, quelle est notre part de liberté? En quoi nous sommes déterminés? On a vu toutes sortes de cas de figure pour comprendre cette relation-là. Donc, est-ce qu'on peut, à partir de là, à partir de cette compréhension-là, comment on peut concevoir même le pouvoir qu'on a dans la société? Est-ce qu'on a le pouvoir de changer les choses? Donc, c'est cette question-là qu'on essaiera d'aborder pour le cours de ce cours-ci, puis le suivant. Et donc, ce cours-ci, ce sera est-ce qu'on peut changer la société et par l'action politique? Et le prochain cours, ce sera est-ce qu'on peut changer la société par l'action sociale? Donc, ce cours d'aujourd'hui, c'est l'action politique pour le changement social. Avant de vouloir concrètement changer le monde, il faut encore se demander qu'est-ce qu'on voudrait changer dans le monde et est-ce qu'on est capable de le faire. Donc un autre monde est possible, oui, mais lequel? Alors pour s'interroger là-dessus, la première chose à faire, et on aurait pu en débattre, c'est de vous poser la première question, est-ce que vous êtes satisfait de la société dans laquelle nous vivons actuellement? Si vous répondez oui, tout va bien, ben vous n'avez pas véritablement envie de changer cela. Si par contre il y a certains éléments qui ne vous satisfont pas dans la société d'aujourd'hui, alors là, vous pouvez commencer à vous interroger sur la capacité à changer ces éléments-là qui ne vous satisfont pas. Donc, les deux questions initiales pour comprendre et commencer à réfléchir au changement social dans notre société, c'est celle-ci. Êtes-vous satisfait de la société dans laquelle nous vivons? Je l'ai déjà dit. Et la deuxième, dans quelle société souhaiteriez-vous vivre? Donc, quels seraient les éléments que vous voudriez améliorer par votre action? Donc à la base de toute action pour le changement social, il y a cette réflexion sur le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Donc au départ, il y a ce que plusieurs ont appelé le droit de rêver, la capacité à pouvoir rêver un monde différent, à pouvoir rêver un monde meilleur, à pouvoir rêver un autre monde. Donc je vous ai mis quelques slogans qu'on a retrouvés dans différents moments un peu révolutionnaires ces 30 ou 50 dernières années, des slogans qu'on voyait écrits sur les murs, hein, soyez réalistes, demandez l'impossible, prenez vos désirs pour des réalités, ou un autre monde est possible, le slogan du Forum social mondial. Donc c'est tous des slogans qui invitent à la réflexion pour dépasser les contraintes du présent et contribuer individuellement et collectivement à l'amélioration de nos conditions de vie collectives. Donc à la base, c'est ce qui est fondamental, c'est cette capacité à penser un monde meilleur. Donc cette liberté finalement de rêver et qui doit ensuite se redoubler d'une volonté de concrétiser nos rêves. Et donc par quels moyens, c'est ce qu'on va voir. Donc une fois qu'on a porté un regard critique sur le monde actuel et qu'on a cerné un peu des pistes de réflexion ou des axes autour desquels personnellement on souhaiterait s'engager pour améliorer les choses, qu'est-ce qu'on fait? Et donc un petit schéma assez simple peut-être pour présenter la chose, mais disons il y a deux types d'actions qu'on peut poser et dans différentes sphères. Donc, euh, deux grandes familles d'actions. Donc, c'est clair qu'à partir du moment où on analyse un problème et qu'on veut le transformer, il faut qu'on développe une stratégie. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et qu'on identifie des moyens pour les atteindre. C'est ça une stratégie d'action. Donc une stratégie d'action peut être menée à différents niveaux. C'est l'axe horizontal, soit par des actions individuelles, les gestes que moi personnellement je peux poser, et aussi par des actions collectives, les gestes qu'il faut collectivement poser pour arriver à quelque chose. Parce que des actes simplement individuels, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils soient collectifs, donc qu'on soit plusieurs à les poser pour qu'il y ait un effet social plus large au-delà de la simple volonté individuelle. Ensuite, les deux sphères, sur l'axe vertical, on peut agir au sein de la sphère politique, c'est une sphère que on a instituée en tant qu'humain moderne pour justement
penser la chose collective, ou alors il y a la sphère sociale un petit peu plus large, donc on est au-delà de la lutte politique, et donc dans la société plus concrètement, plus largement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aboutir à ce processus de transformation sociale et y contribuer. Donc on va surtout se concentrer sur la sphère politique dans le cours d'aujourd'hui, on se concentrera sur la sphère sociale dans le cours de la semaine prochaine. Avant de se lancer dans un processus de transformation sociale, qu'il soit individuel ou collective, il y a quelques préalables qu'il faut poser, qui sont des préalables à ce qu'on appelle donc cet engagement social. S'engager socialement, c'est développer une stratégie qui nous implique personnellement dans le but d'améliorer, de transformer la société. Donc quels sont ces préalables? On peut en identifier au moins trois. Le premier, c'est de croire dans notre capacité individuelle et collective à prendre part au changement social. Donc ça part d'un premier élément qui est fondamental, c'est de prendre conscience que nous avons du pouvoir. Parce que c'est le premier élément. La plupart des gens qui n'agissent pas ou qui ne veulent pas s'impliquer dans différentes causes, ils vont avoir comme argument, ben, ça sert à rien, et puis de toute manière, moi, qu'est-ce que je peux bien y faire pour ce changement-là? Donc, c'est cette idée d'apathie ou de ce qui va nourrir l'apathie, c'est la conscience que finalement, nous, peu importe les gestes qu'on va poser, ça va servir à rien parce qu'en fait, on n'a pas réellement de pouvoir pour changer les choses. Donc, le premier élément, c'est de prendre conscience qu'on a une parcelle de pouvoir. On n'a pas tout le pouvoir, personne n'a tout le pouvoir, mais on peut croire, et c'est important, cette idée de croyance, croire qu'on est capable de faire quelque chose, d'avoir un certain pouvoir d'action sur la réalité dans laquelle on vit. Deuxième élément, c'est de comprendre le rôle des idéologies, c'est-à-dire des idées, des visions du monde qui, qui sont là, qui sont présentes dans la société et qui vont influencer notre manière à la fois de voir le monde et même de penser notre capacité à agir sur ce monde-là. Donc on est soumis à un certain nombre d'idéologies et il faut avoir développé un esprit suffisamment critique pour pouvoir les percevoir et se situer par rapport à elles. Donc comprendre ces courants de pensée qui nous influencent. Et troisième élément, identifier les acteurs sociaux du changement dans la société. Dans le fond, quels sont les groupes, quels sont les courants qui agissent en fonction qui vont nous permettre à nous de renforcer nos convictions et de rendre notre action individuelle plus forte par le ralliement à des groupes. Donc notre inscription dans un collectif. L'union fait la force, c'est-à-dire, ça c'était le slogan qui ont été portés par les mouvements sociaux dès leur émergence au début du 19e siècle, dans la modernité. C'était justement cette idée, il faut se rassembler pour être plus fort, et pour ça, eh bien, il faut être des acteurs sociaux, et non plus des acteurs individuels, mais des groupes, des mouvements, c'est ce qu'on appelle aussi les mouvements sociaux, des mouvements à l'intérieur de la société, des mouvements de personnes qui se mettent ensemble pour transformer les structures sociales, changer les institutions pour finalement transformer et changer la société. Donc une fois qu'on a pris conscience de son pouvoir, qu'on a identifié un peu les forces qui nous influencent et qu'on a pris aussi conscience qu'il y avait des groupes et des mouvements sociaux qui pouvaient collectivement agir pour transformer les choses, là il va falloir aussi personnellement mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons pour que notre stratégie soit efficace et qu'on appuie sur les bons boutons dans le fond pour aboutir là où on veut aller. Il va falloir un peu mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est là où la sociologie en tant que science de la société a une importance puisque justement elle nous donne des méthodologies, mais aussi elle nous partage des concepts, elle nous inscrit dans une histoire d'un courant de pensée pour mieux comprendre la société. Donc elle nous donne des clés, des clés de compréhension de la société et pour mieux savoir un peu comment ça marche. Donc c'est un premier élément qui peut nous outiller. Le deuxième, c'est une aptitude, dans le fond, c'est de savoir s'informer, d'aller chercher la bonne information. On a les clés, on a des outils, mais ensuite, comment aller chercher la bonne information pour comprendre aussi
quel est le rôle et le pouvoir des médias. On n'est pas juste manipulé par les médias, on peut aussi les utiliser comme des sources d'informations fiables pour nous-mêmes. Troisième élément, développer notre sens critique par rapport à tout ce qui nous entoure et à tout ce qu'on nous dit sur le monde dans lequel on vit, et donc de penser par nous-mêmes, donc prendre de la distance avec les préjugés et développer notre propre capacité d'analyse pour justement essayer d'y voir un peu plus clair dans ce qui nous entoure, pour inscrire notre stratégie d'action dans une compréhension claire du monde qui nous entoure. Savoir, vouloir, pouvoir, on va considérer que ce sont finalement les trois fondements du changement social. Savoir, donc la connaissance du monde, la connaissance de soi-même, de ses capacités, de ses potentialités, de ses limites aussi. Le vouloir, c'est-à-dire la volonté d'agir, et le pouvoir, c'est la capacité d'agir. Donc la connaissance, la volonté et la capacité d'agir, les trois ensemble, les trois combinés ensemble permettent une action réussie, hein. Vous voyez le schéma avec les trois cercles, c'est quand on est au centre des trois cercles, là où les trois cercles se croisent et se superposent, qu'on arrive à quelque chose, parce que justement on combine savoir, vouloir et pouvoir. Si par exemple, et là c'est ce que vous voyez dans le schéma, si vous avez du savoir et du vouloir mais pas de pouvoir, ben vous manquez de moyens pour concrétiser vos stratégies de changement social. Si vous avez du savoir et du pouvoir mais sans volonté, manque de motivation, vous n'arriverez pas, vous aurez la capacité d'agir, vous aurez les connaissances, mais sans la volonté, eh bien, il n'y a rien qui se passera non plus. Vous pouvez aussi avoir le pouvoir et la volonté, mais un manque de compétences. Vous n'avez pas les connaissances qui vous permettraient d'agir dans le bon sens, donc vous faites un petit peu n'importe quoi. Donc c'est en combinant ces trois éléments-là qu'on peut aboutir à une action qui soit réussie, donc une stratégie qui permette concrètement d'atteindre son but et donc son objectif de transformation sociale. Alors je reviens à la notion de changement social et de notre capacité. Donc c'est un élément que je disais tout à l'heure, il faut croire dans notre capacité à participer au changement social, donc croire que nous avons du pouvoir. Et donc quel est notre pouvoir et comment souhaitons-nous l'utiliser? Parce que qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, de toute manière, nous faisons partie du monde dans lequel nous vivons. Et notre inaction peut aussi finalement avoir un effet, tout comme notre action, puisque en n'agissant pas, on laisse ceux qui ont la capacité d'agir à continuer à faire, à orienter la société dans le sens de leurs propres intérêts. Donc, euh, sans cesse, dans le fond, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, la société se transforme. Alors, comment pouvons-nous y contribuer? On peut considérer qu'il y a deux grands courants. Alors, c'est assez simpliste comme présentation des choses, mais c'est bon, disons que c'est caricatural juste pour mieux comprendre les logiques. Disons qu'il y a un courant plus conservateur et un courant progressiste. Quelle est la différence entre le conservatisme et le progressisme? Le conservatisme, et le courant dit plus conservateur, veut plutôt garder ce qui existe déjà, donc préserver l'ordre existant. Donc l'idée, c'est une idée de conservation sociale. On garde les choses telles qu'elles sont, l'ordre tel qu'il est. Les riches sont en haut, le patriarcat, les hommes dominent les femmes, les pays développés dominent les pays en développement. En tout cas, bon, il y a un ordre social qui est établi, et quand on est dans le camp plus conservateur, on veut garantir cet ordre social. Dans notre action, on a une action, on mène des actions et on a un pouvoir, mais ce pouvoir et ces actions sont menées pour garantir la préservation de cet ordre existant-là. Ou alors on peut se placer dans l'autre perspective du progressisme, c'est-à-dire qu'on veut aller au-delà de l'ordre existant, on veut transformer l'ordre existant, on veut le changer. Et dans ce sens-là, on est dans une logique donc de changement et non plus de préservation d'un ordre. Et donc là, on veut transformer les structures. Et pour transformer ces structures-là, il faut les comprendre. Donc ces deux courants-là se retrouvent dans la société tout le temps, de différentes manières, portent différents noms, mais on est toujours pris dans cette logique. Est-ce qu'on préserve l'ordre existant? Est-ce qu'on transforme l'ordre existant? Est-ce qu'on est tourné vers le passé, la préservation du passé, ou on est tourné vers le futur? Donc c'est une opposition qu'on retrouve de tout temps et même encore aujourd'hui dans notre société. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que
qu'on choisisse un camp ou l'autre, on agit, que ce soit pour conserver ou pour transformer, on agit on agit sur la réalité qui nous entoure. Alors je vous disais tout au début du cours que pour penser le changement social, il fallait euh, avoir le droit de rêver ou au moins avoir cette capacité-là à imaginer le monde dans lequel l'on vit, penser le monde dans lequel on vit et penser le monde dans lequel on aimerait vivre au-delà de ça. Donc, on est dans l'ordre des idées, des représentations du monde. Et ça nous envoie dans ce courant des idéologies, du rôle des idéologies dans nos sociétés. En fait, on baigne dans un paquet d'idéologies. Alors, c'est quoi une idéologie? C'est un ensemble de représentations, vous avez la définition ici, de représentations, donc de manières de se figurer la réalité, des représentations qui sont cohérentes. Hein. C'est un discours sur le monde, c'est une histoire qu'on nous raconte sur le monde, fondée alors avec des idées qui se développent et des croyances, on croit à ces idées-là. Et donc cet ensemble de représentations cohérentes du monde qui sont caractéristiques d'une époque et qui expliquent l'attitude des individus ou des groupes sociaux envers la société et qui conduisent à une action conforme à ces valeurs. Donc si vous croyez à cette interprétation du monde, à cette manière dont le monde fonctionne en fonction de l'histoire qu'on vous a racontée, votre action va s'inscrire dans cette vision-là. Vous allez, vous fondre dans ce courant de pensée. Donc je vous en présente quatre, il y en a bien d'autres, mais juste pour un peu les clarifier, le socialisme, l'anarchisme, le libéralisme et le conservatisme. Alors déjà, vous avez une clé. Chaque fois qu'un mot finit par isme, on est dans le domaine un peu des idéologies. Hein, féminisme, individualisme, on pourrait en prendre un paquet d'autres. Mais disons, prenons ces quatre courants-là. Donc le socialisme, c'est une vision de la société axée autour d'une forme de collectivisme. Le socialisme essaie d'organiser la société d'un point de vue collectif. Comment collectivement on peut faire les choses ensemble, comment collectivement on peut avoir du pouvoir, comment collectivement on peut s'entraider, comment collectivement on peut produire, consommer, vivre. Donc il y a une perspective vraiment grégaire dans le sens où il faut que le collectif prime sur l'individuel. C'est un peu ça la logique sous-jacente au courant socialiste. À l'opposé, vous avez le libéralisme qui est fondé, lui, sur non pas la force du groupe, mais plutôt la liberté individuelle. Le libéralisme se fonde sur l'individualisme, la capacité de l'individu à faire ses propres choix indépendamment de ce que le groupe peut lui imposer. Ensuite, on pourrait prendre, disons, l'anarchisme. L'anarchisme, c'est un courant qui aussi est plutôt dans le camp progressiste, qui veut plutôt transformer le monde tel qu'il est euh, aujourd'hui, mais dans une forme d'autonomie. Hein. L'anarchisme, c'est l'absence de pouvoir. Comment s'organiser sans se soumettre à un pouvoir qui va limiter notre liberté? Donc l'anarchisme, c'est le développement d'une certaine forme d'autonomie individuelle à l'abri du pouvoir autoritaire qui nous serait imposé par l'État. Mais ça ne veut pas dire que c'est une forme de libéralisme absolu. L'anarchisme, c'est un rejet de la puissance arbitraire de l'État, mais donc une préservation de l'autonomie, mais cette préservation de l'autonomie se fait dans la collaboration avec d'autres groupes avec lesquels on va nourrir une affinité particulière. Donc il y a une forme de solidarité collective aussi dans l'anarchisme, mais il faut qu'à chaque fois, les personnes qui font partie de ces groupes aient la capacité de s'exprimer et surtout d'exprimer leur volonté d'adhésion à la logique du groupe. Et enfin, quatrième courant idéologique que je voudrais vous présenter, c'est le conservatisme. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais ce conservatisme, son axe central, c'est la préservation de l'ordre social, de l'ordre moral en général, parce que ça va souvent s'articuler autour de la préservation de valeurs morales qui sont existantes et qui permettent à la société de fonctionner telle qu'elle est actuellement. Donc, c'est un courant qui veut préserver les choses telles qu'elles sont et notamment les valeurs jugées fondamentales, centrales et dont il ne faut pas dévier. Donc, là aussi, c'est l'imposition de la volonté du groupe
au nom de la préservation de quelque chose qui a été, qui doit demeurer. Et donc c'est plus conservateur, mais collectif aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des nuances en fonction des perspectives, mais il y a des choses qui se regroupent ou qui peuvent se rapprocher, notamment dans la logique individu-société qu'on retrouve un petit peu dans les quatre éléments-là. Mais à chaque fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une idéologie, c'est une manière de se représenter à la fois le monde dans lequel on vit, mais aussi notre place dans ce monde-là et donc notre capacité à le transformer dans un sens ou dans l'autre. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé des fondements en fait du changement social, des éléments, des préalables, des éléments qui étaient à la base d'une compréhension de notre capacité à agir sur le monde et à le transformer. Alors, posons-nous désormais la question du politique. Ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement l'action politique et qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc ça, pour le comprendre, il faut arriver à comprendre un certain nombre de concepts. Nous, aujourd'hui, dans nos sociétés, et notamment au Québec, on vit en démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? Mais la démocratie, étymologiquement, le mot démos, kratos, c'est du grec, le pouvoir signifie le pouvoir du peuple. Le démos, c'est le peuple, et le kratos, c'est le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Alors, on vit en démocratie, donc on doit avoir un certain pouvoir en tant que portion du peuple. Deuxième concept important pour comprendre l'action politique, c'est la notion de citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? C'est le lien qui va unir l'État, l'appareil de gouvernement, et les individus, nous tous, qui en faisons partie. On fait partie de l'État québécois et canadien, et on y contribue, et en même temps on s'y soumet et on reconnaît l'autorité de ce pouvoir-là. Mais en même temps, cet État nous donne des droits, hein, il nous garantit la préservation de nos droits, mais il demande de notre part aussi certains devoirs. On doit respecter les lois, on doit contribuer à cet État. Donc c'est comme une relation de donnant-donnant, mais cette relation-là, qui nous lie, nous, individus citoyens de cet État, c'est une relation donc de citoyenneté. Troisième concept important à comprendre, c'est le concept d'État. Qu'est-ce que l'État? On peut le considérer dans cette perspective-là comme un outil de développement collectif. L'État, c'est l'outil que collectivement on se donne pour nous permettre d'avancer socialement ou de vivre en société même, d'accepter de vivre en société. Donc l'État établit des règles qu'on accepte, auxquelles on adhère parce qu'on considère que c'est le mieux pour nous tous. Prenez l'exemple, actuellement on vit une situation d'urgence, urgence sanitaire, urgence tout ce qu'on veut, où l'État a pris des mesures assez drastiques qui peuvent limiter de beaucoup les libertés individuelles, mais on accepte tout ça parce qu'on considère que c'est important, il faut respecter la distanciation sociale, il faut lutter contre la pandémie, il faut faire confiance au gouvernement et respecter ces règles-là parce que le gouvernement, finalement, prend des mesures drastiques. Mais pourquoi? Ben pour notre bien à tous et pour nous protéger. Donc on est complètement dans cette logique-là. Alors c'est sûr qu'ensuite il y a des variantes. Hein. On a parlé d'État-providence, on peut même parler d'État prédateur ou d'État autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le qualificatif qu'on met après le mot État, donc providence, prédateur, c'est pour caractériser la relation, le rôle que l'État va jouer dans la société, la relation plus ou moins forte qui va nouer entre l'appareil de gouvernement et les administrés, donc les citoyens. Donc ça, c'est juste une manière de concevoir la manière dont on use du pouvoir de l'État. Mais en tant que tel, peu importe le qualificatif qu'on va utiliser, l'État est un outil de développement collectif, c'est un outil qu'on utilise pour gérer la société dans laquelle on vit. Et quatrième concept important pour comprendre l'action politique, ce sont les partis politiques. À quoi ça sert les partis politiques? Ben, la définition qu'on peut donner d'un parti politique, c'est des machines électorales pour conquérir le pouvoir. Dans les sociétés démocratiques, le pouvoir est mis en concurrence. Donc il y a des groupes qui vont se rentrer en rivalité pour conquérir le pouvoir et en faire usage. Le temps d'un mandat, eh bien, c'est les partis politiques qui vont permettre cette lutte concurrentielle pour
détenir le pouvoir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire détenir le pouvoir? Ben, ça veut dire la capacité de faire des lois, donc d'établir les règles de la vie commune, et donc d'obliger la population à vivre selon ces règles-là, en fonction du programme politique que le parti va se donner. Alors, quelle définition on peut donner au mot politique? Alors, on n'a pas inventé ça hier matin, mais la politique, c'est un concept en fait qu'on hérite des Grecs, hein. Politique, ça vient de polis, la cité, police avec un S à la fin, P-O-L-I-S, la cité. Euh, Aristote avait introduit une définition assez intéressante qu'on reprend encore aujourd'hui, qui est difficile à traduire dans différentes langues, mais en français, ça marche relativement bien. On peut voir deux définitions du mot politique. La politique et le politique. On va considérer la politique, et c'est Aristote hein, qui instaure cette définition-là, le premier. La politique, ce sont les moyens qui sont mis en œuvre afin d'atteindre des objectifs. Donc, on est dans la manière de faire, donc dans les manœuvres, les procédures, la manière d'arriver à ces fins et donc de, d'une certaine manière, on pourrait dire, de manipuler les choses. En tout cas, on est dans une vision un petit peu machiavélique de l'usage du pouvoir, mais c'est un peu toutes les manœuvres auxquelles on peut euh, se, se livrer quand on est en politique. Donc, c'est le sens un peu courant d'ailleurs qu'on a du mot, hein. On parle de la politique. Les gens ne font pas vraiment confiance aux représentants politiques. C'est toujours des magouilles, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Donc, c'est cette vision un peu péjorative qu'on voit dans la société quand on parle de la politique. Euh, il y a un deuxième sens que Aristote voulait donner au mot et que les Grecs en fait donnaient au mot, beaucoup plus positif, mais quand même plus spécialisé, et c'est finalement le centre de la science politique. Le politique, c'est l'art de gouverner la cité, de gouverner la société en vue d'atteindre le bien commun. C'était la vision qu'Aristote avait développée. Le politique, c'est celui qui exerce bien, qui fait bien du politique ou qui exerce bien l'objet, le politique, c'est de gouverner la cité en fonction du bien commun. Donc le bien gouverner, bien faire les choses. Donc il y a bien faire les choses, c'est-à-dire gouverner en fonction du bien commun, et il y a mal faire les choses, c'est-à-dire faire des manœuvres de la politique, c'est-à-dire de la petite politique, juste pour arriver à ses propres fins qui sont en général très éloignées du bien commun. Donc maintenant qu'on a défini un certain nombre de concepts et qu'on a un peu posé les grandes lignes, on va réfléchir un peu, on va rentrer dans le concret, on va un peu illustrer comment ça se passe aujourd'hui chez nous et notamment au Québec. Donc prenons le cas du Québec, on peut se poser la question à quoi servent nos gouvernements finalement. On a voté, donc là vous avez une image, ça c'est le gouvernement de François Legault, donc le gouvernement actuel qui nous gouverne au Québec. Donc on peut parler du fédéral, on va se concentrer sur le provincial. Donc on a cette équipe d'hommes et de femmes, c'est ça, le gouvernement, on a le Premier ministre assis au milieu, et puis on a tous ces ministres autour. Tous ces gens-là gouvernent la société québécoise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'ils prennent des décisions dans différents secteurs en fonction de leur... on leur a chacun donné un portefeuille ministériel, alors, certains sur l'éducation, d'autres à la santé, d'autres à la justice, d'autres à la sécurité publique, au transport, enfin tout ce que vous voulez. Avec un budget global, hein, le budget du gouvernement du Québec, c'est à peu près 120 milliards de dollars par année. Donc cette équipe-là a 120 milliards de dollars chaque année qui sont issus des contributions en impôts et des taxes diverses de toutes les gens qui vivent au Québec, les citoyens qui payent des impôts et des taxes. Et donc avec ça, ils développent des programmes et ils développent des politiques, ils adoptent des lois pour finalement cheminer, gérer la société québécoise. Donc on pourrait le voir un peu comme une entreprise, Québec, avec un conseil d'administration, c'est eux, des dirigeants, et qui utilisent leur budget en fonction de quoi? Ben, justement, d'amener la société québécoise vers ce qu'ils pensent être le mieux. Donc ça peut être du conservatisme, ça peut être du progressisme, mais dans tous les cas, ils ont les moyens d'agir, on leur donne les pouvoirs d'agir
et les moyens financiers de le faire avec leur budget. Alors, si vous étiez des petits malins, vous auriez pu me dire, oui, mais attends, tout à l'heure, tu nous as dit que dans nos régimes actuels, on vit en démocratie, c'est-à-dire que c'est le pouvoir du peuple. Et là, on voit une trentaine de personnes dans le salon rouge qui sont le gouvernement. Ces 30 personnes, ce ne sont pas le peuple, alors comment ça se fait que c'est eux qui ont le pouvoir de prendre des décisions en notre nom et d'utiliser finalement notre argent collectif pour voter des lois et mettre en œuvre des lois qu'ils décident eux-mêmes? Et vous auriez bien raison de poser cette question-là. Alors, pourquoi ce sont eux qui sont au gouvernement? Eh bien, le gouvernement, concrètement, il rassemble, et c'est la définition qu'on peut donner, même si on vit en démocratie, le pouvoir du peuple, le gouvernement rassemble ceux qui peuvent prendre légitimement les décisions politiques au nom de l'ensemble de la société. C'est ça qu'on considère être le gouvernement. Alors, ça veut dire quoi prendre des décisions politiques légitimes? C'est-à-dire qu'on leur a légitimement donné le pouvoir de prendre ces décisions-là. Parce qu'on vit dans ce qu'on appelle une démocratie, oui, mais une démocratie représentative. C'est-à-dire que collectivement, on va se considérer comme le peuple. Donc on est tous, vous et moi, des portions du peuple. Donc c'est nous qui avons symboliquement le pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas, nous, le peuple, s'exprimer euh, toujours aussi facilement. La seule manière où le peuple peut véritablement s'exprimer en tant que tel, c'est quand il y a un référendum et tout le monde répond, mais sauf que qu'est-ce qu'on fait dans un référendum? On répond à une question. Qui a formulé la question? C'est pas nécessairement nous. Mais au moins on peut tous s'exprimer. Ou alors pendant une élection, mais pour une élection, on va voter pour un parti. Tout le monde n'a pas voté pour ce parti-là, mais ce parti-là a le pouvoir. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans un système de démocratie représentative, oui, le pouvoir est dans le peuple, mais le peuple s'exprime par la voix de ses représentants, c'est-à-dire qu'il va déléguer son pouvoir à des gens qui vont être désignés selon un mécanisme que le gouvernement va décider, un processus électoral. Il y a plein de manières différentes de voter pour différentes personnes, mais en votant, on délègue notre pouvoir de décider à un groupe de gens. Alors, on peut élire des députés qui vont au Parlement et le gouvernement doit discuter, doit parlementer avec les parlementaires, mais dans tous les cas, on nomme un gouvernement et on leur donne le pouvoir d'exercer individuellement, on leur donne la capacité d'exercer individuellement le pouvoir qu'on leur transfère. Donc, théoriquement, c'est nous qui avons le pouvoir, mais pratiquement, c'est eux qui prennent les décisions, mais ils les prennent en notre nom. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est un beau schéma de philosophie politique, mais concrètement, est-ce que ça fonctionne? Ben, ça fonctionne si on croit qu'on a véritablement, si on croit que leur pouvoir est légitime et donc si on considère qu'on a bien participé à au processus de désignation de nos représentants. Donc est-ce que tout le monde participe? Est-ce qu'on participe bien? Est-ce que la voix qu'on exprime est clairement entendue? Ben là, là, on rentre dans les mécanismes de la démocratie et c'est ça qui va faire qu'on va souvent critiquer les régimes actuels parce que justement, le taux d'abstention, le droit de vote, euh, la manière dont un gouvernement, la manière de voter, de désigner les représentants et donc de calculer les voix. En tout cas, il y a toutes sortes de plus ou moins proportionnels, le scrutin majoritaire. Il y a toutes sortes de techniques qui font que les gouvernements sont plus ou moins à l'image de la volonté exprimée par la population, mais c'est le moins bon système qu'on a actuellement, donc c'est comme ça que ça fonctionne dans notre société. À quoi servent les partis politiques? Alors pour répondre à cette question, il faut les définir. Donc que sont les partis politiques? Les partis sont des groupes organisés de citoyens, citoyennes et de citoyens supposés partager la même doctrine et luttant ensemble pour la conquête du pouvoir. Donc les partis politiques sont essentiellement des machines, des organisations qui servent à la conquête du pouvoir. Ils permettent de mettre ensemble différentes personnes qui partagent un même courant d'opinion, hein. Donc les partis sont l'incarnation d'un courant d'opinion, c'est-à-dire qu'ils rassemblent des gens qui ont les mêmes idées par rapport à
ce qu'est la société et ce que devrait être la société. Donc ces idées-là sur comment la société est et comment elle devrait fonctionner sont mis ensemble dans ce qu'on appelle un programme politique, c'est-à-dire un ensemble d'orientation par rapport à la société, d'analyse et d'orientation, de lois qu'on devrait mettre en place, de valeurs qui sont énoncées, pour dire, ben voilà, nous, si vous nous donnez le pouvoir, voilà ce qu'on va faire, voilà quel sera notre programme pour aboutir à concrétiser l'idée que nous avons de ce que devrait être la société et donc quelles sont les valeurs qui sont à la base de notre vision de la société et de notre action politique pour transformer la société en fonction de cette vision qu'on a, de ce projet de société. Donc à la base de tout parti politique et de tout programme mis de l'avant par un parti politique, un programme est un ensemble de décisions, eh bien, il y a un projet de société. Le rêve, si on veut, pour reprendre cette idée-là, qu'on a de la société québécoise, par exemple, telle qu'elle devrait être si on voulait concrétiser nos valeurs. Donc, on voit que c'est quand même important dans ce système démocratique, puisque c'est les partis politiques qui vont permettre, euh, qui vont se lancer dans des élections et qui vont finalement faire arriver au pouvoir, c'est eux qui vont arriver au pouvoir, c'est les partis politiques qui incarnent des opinions. Donc c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. Alors actuellement au Québec, il y a 22 partis politiques qui sont enregistrés auprès du directeur général des élections, mais concrètement à l'Assemblée nationale, il y en a juste 4 qui sont aujourd'hui représentés, le parti du Premier ministre, la coalition, la CAQ, la coalition Avenir Québec. Ensuite, il y a le Parti libéral, qui est la première opposition, puis Québec solidaire et le Parti québécois. C'est les 4 partis qui sont actuellement représentés au pouvoir à l'Assemblée nationale, et c'est la CAQ qui a le pouvoir, qui forme le gouvernement, il est majoritaire. Mais il y a un certain nombre d'autres partis qui existent, donc on pourrait considérer que chacun de ces partis incarne une certaine vision de la société, hein. Vous voyez dans la liste, hein, le parti, par exemple, le parti marxiste-léniniste du Québec, le parti nul, le parti vert, il y a même un parti royaliste. Bon, il y a toutes sortes de partis qui existent, mais bien évidemment, ils ne sont pas, avec le système qu'on a, qui n'est pas du tout proportionnel, on ne voit pas tous ces partis émerger, on ne voit pas des grandes coalitions de partis, il y a même le parti culinaire du Québec. Donc il y a des trucs qui sont un peu plus comiques, si on veut. Bon. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ces partis qui, finalement, incarnent des courants d'opinion, des manières de voir la société. C'est eux qui vont se lancer dans la bataille de la conquête du pouvoir. Donc, en voyant quel peut être le rôle du gouvernement, on comprend un petit peu mieux en quoi l'action politique peut permettre finalement de changer la société. Parce que à quoi sert le gouvernement? Ben, il sert à gouverner la société, c'est-à-dire à mettre en place des lois et des règlements qui vont dicter les grandes règles, les grandes manières de fonctionner dans la société. Alors bien sûr, le gouvernement doit gouverner en fonction des intérêts de la société, dans ce qu'on appelle l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers, avec un pouvoir légitime. Donc le gouvernement agit de manière légitime parce qu'on lui a, au cours du processus électoral, délégué notre pouvoir de gouverner en notre nom, légitimement. Il y a eu des élections, il les a gagnées. Donc on a mis le pouvoir en concurrence et le meilleur, selon le système en place, celui qui a gagné le plus de voix forme le gouvernement et tout le monde lui obéit parce que c'est lui qui a gagné, même si la majorité des gens n'ont pas voté pour cette personne-là. Je vous donne un exemple. Actuellement, le gouvernement Legault est au pouvoir, mais il a gagné les élections en 2018 avec seulement 37% des voix. Donc il y a juste 37% des gens qui pouvaient voter, qui ont voté pour lui, et il forme le gouvernement majoritaire parce que notre système fonctionne ainsi, on a un système majoritaire à un tour. Ça pourrait être différent si on changeait les règles, mais donc c'est pas la majorité des Québécois qui ont voté pour lui, mais c'est le plus grand nombre dans le système qu'on avait. Donc, mais par contre, l'ensemble des Québécois, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, respectent aujourd'hui les critères de distanciation sociale parce que c'est le gouvernement qui les a édictés. Et puis, on peut considérer qu'on se plie à la loi.
Je vous donne un autre exemple. Aux États-Unis en ce moment, vous êtes au courant un petit peu, sûrement, il y a un peu, il y a un mouvement de contestation des règles de confinement, hein, des gens un peu armés là, qui vont contester les mesures de confinement établies par certains gouverneurs dans certains États, avec l'appui du président Trump des États-Unis qui jette un peu d'huile sur le feu. Donc là, il y a une confusion un petit peu parce que finalement, on voit le pouvoir suprême, le président, euh, dire à des gens de remettre en question la légitimité des décisions qui ont été prises au niveau des États. C'est comme si Trudeau, ou encore pire, la reine d'Angleterre, parce que c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de l'État au Canada, disait à certains groupes de la meute ou des, je sais pas quoi, les chevaliers d'Odin, là, les groupes un peu d'extrême droite, un peu racisants qu'on voit fleurir un petit peu au Québec, là, même si c'est très, très minoritaire. Donc si, par exemple, la reine d'Angleterre disait à ces groupes-là de s'opposer aux mesures de confinement, puis remettre en question le pouvoir légitime de Legault. Donc ça crée un peu des défis, dans le fond, de légitimité, et c'est la pire affaire qu'on puisse avoir en démocratie, de ne plus croire au pouvoir. Et il y a la légitimité de ce pouvoir-là. Et donc, ça remet en question tout l'édifice. Mais au-delà de ça, disons que le gouvernement a pour fonction de voter des lois et de prendre des décisions dans l'intérêt général de la population avec un pouvoir légitime qui s'impose. Donc le pire qu'il puisse y avoir, donc, c'est de miner la légitimité et aussi cette idée de corruption, c'est-à-dire que de se rendre compte que finalement le gouvernement ne gouverne pas en fonction des intérêts de l'intérêt général de la population, mais est plutôt guidé par ses intérêts particuliers. Donc là, il y a corruption dans le sens où on a corrompu la mission générale de l'État et c'est souvent ce qui vient délégitimer des pouvoirs et des gouvernements. Il y a beaucoup justement, je donnais l'exemple de Trump, il y a beaucoup de questions et de poursuites qui sont faites autour de ça. Est-ce qu'il gouverne vraiment en fonction de l'intérêt général des Américains ou en fonction de son intérêt personnel à lui, ben c'est toute la question à se poser et c'est ce qui porte atteinte le plus grandement à nos démocraties. Donc je finirai la séance d'aujourd'hui par l'explication, la différence qu'on peut faire entre ce qu'on appelle la droite et la gauche dans nos sociétés, la droite et la gauche de l'échiquier politique. Donc on a compris, pour résumer un petit peu, que le gouvernement permettait d'élaborer des lois, donc d'orienter le travail de l'État, l'État en tant qu'appareil de gouvernement, un outil de développement collectif, je l'ai dit, donc l'action politique, c'est l'action de transformer la société à partir de ces institutions politiques qu'on a mis en place pour gouverner. Donc c'est gouverner, d'ailleurs, le mot est une bonne image hein, pour comprendre. Hein. Gouverner, le mot gouverner vient de gouvernail, comme sur un bateau, c'est-à-dire de donner une direction. Donc le gouvernement a pour fonction de donner une direction à la société. Il a une vision de la société, une image dans sa tête et il met en place des lois, il met en place des mesures pour aller vers là où il veut aller. Et en général, cette vision et ces voies et ces décisions qu'il va prendre sont consignées dans un programme politique élaboré par le parti. Et c'est ça qui est soumis à la volonté populaire lors des élections. Donc on a un appareil de gouvernement. Cet appareil de gouvernement peut être utilisé pour transformer la société. Donc la différence entre la gauche et la droite en politique, c'est deux visions de comment on devrait orienter la société. Donc j'ai fait un certain... Avec les deux colonnes, vous voyez un peu les différentes visions. On va commencer par le courant de gauche, le courant dit progressiste. Donc la gauche en général, est rarement au pouvoir, et si elle y reste pas longtemps. Mais l'idée, la vision de la gauche, c'est justement de prendre le pouvoir pour transformer la société. Elle se donne des grandes ambitions. Donc l'idée d'un point de vue politique et économique, c'est de mettre en place une forme de démocratie plus participative qui fait plus de place aux citoyens, où le pouvoir n'est pas monopolisé par une élite. Et cet usage du pouvoir, il est surtout centré sur un développement social, c'est-à-dire de permettre une amélioration de la société en général. Et ça se traduit
généralement, quand la gauche est au pouvoir, par le développement de plus en plus grand de droits économiques et sociaux. Alors si on regarde en comparaison, la droite, le courant de droite, qui serait un courant plus conservateur, qui veut conserver l'ordre existant, et les droites en général, la droite est plus généralement au pouvoir dans les sociétés. Donc l'idée de ce courant-là, c'est de garder les intérêts tels qu'ils sont et surtout de laisser libre cours aux lois du marché et aux forces économiques privées. Donc dans la tendance actuelle du conservatisme néolibéral, c'est un peu cette idée-là. Ce qui va primer avant tout, c'est la liberté d'entreprise, la liberté de faire du commerce et le libre marché, notamment dans un contexte mondialisé. Alors c'est sûr que le contexte de crise actuelle fait un peu rend la frontière entre les deux beaucoup plus floue, mais c'est un peu le modèle dans lequel on vit depuis une bonne quarantaine d'années. Donc, d'un point de vue progressiste, pour mettre en place ces droits économiques et sociaux, donc c'est une politique un peu volontariste, on veut agir sur la société et donc il faut doter l'État de plus en plus de pouvoir pour qu'il intervienne de plus en plus, donc élargir son rôle, sa prise sur la société pour la transformer, que ce soit en développant de plus en plus de services publics, par les nationalisations, c'est-à-dire de prendre le contrôle, que l'État prenne le contrôle de secteurs essentiels. Hein. Actuellement, justement, avec la crise qu'on vit du Covid, on parle beaucoup du fait que l'État doit prendre le contrôle des CHSLD, des maisons de personnes âgées, là où il y a le plus de problèmes, parce que le secteur privé a mal géré la chose, donc on veut nationaliser d'une certaine manière les CHSLD pour répondre à la crise. Donc que l'État prenne en main ce secteur d'activité. En général aussi, donc si on élargit le rôle de l'État, nécessairement on donne plus de missions à l'État et à ses fonctionnaires, et donc où il faut même engager des fonctionnaires, donc on accroît les dépenses publiques. Le gouvernement intervient, donc met plus d'argent dans la machine, et pour accroître les dépenses publiques, bah, il faut aussi augmenter les impôts pour pouvoir avoir de l'argent pour financer tous ces programmes-là. Euh, à l'inverse, le courant de droite va plutôt, au nom justement de la liberté d'entreprise, vouloir réduire le rôle de l'État. Parce que la vision, c'est que ce n'est pas à l'État ou à la bureaucratie ou aux fonctionnaires d'investir tous les secteurs de la société. Au contraire, au nom de la liberté individuelle, il faut laisser de plus en plus la liberté privée d'entreprise se développer dans ces différents secteurs. Et donc, plutôt que de nationaliser, on veut privatiser les secteurs de l'éducation, de la santé. Notamment, c'est ce qu'on a fait en santé depuis longtemps, parce que l'idée, c'est de réduire les, euh, les charges de l'État et donc pour finalement réduire les impôts. Parce que dans le fond, l'idée, c'est pas de tous payer des impôts pour se payer des services, mais c'est de réduire les impôts pour que chaque personne puisse utiliser son argent pour investir dans sa propre entreprise. Et donc aussi réduire la dette, c'est-à-dire la dépendance financière de l'État euh, vis-à-vis des banques. Donc c'est un peu une logique complètement différente là, qui est mise en place par un courant plus de droite. On revient à gauche. Pour pouvoir mettre en place et rendre concrets ces droits économiques et sociaux, eh bien, le gouvernement doit développer des programmes sociaux en termes d'universalité, donc des programmes pour tous, des programmes en général gratuits. Donc là, par exemple, l'accès au système de santé. Hein, au Canada et aux États-Unis, il y a une grande différence par rapport à ça, notamment dans l'universalité. Mais on pourrait aussi parler de gratuité scolaire, enfin, de toutes sortes d'éléments qui visent à favoriser finalement une plus grande accessibilité pour la population à ces différents services sociaux jugés essentiels parce que liés à des droits. On a le droit, si on proclame le droit à la santé, il faut que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé sans qu'il y ait de discrimination par rapport à l'argent, d'avoir la capacité de payer ou non. Donc c'est une forme de redistribution de la richesse, c'est-à-dire qu'on prend l'argent à ceux qui en ont le plus, justement par le système des impôts, encore faut-il qu'ils payent des impôts, pour pouvoir le réinvestir dans des programmes sociaux. Et donc on prend
des impôts à ceux qui ont beaucoup de richesses pour financer l'éducation ou l'accès à la santé des populations plus pauvres. Donc c'est une forme de redistribution de la richesse. Le point de vue de droite serait donc l'inverse. Ces programmes sociaux, ça coûte cher, ça permet une certaine forme d'équité sociale, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la liberté et surtout la responsabilité. Les gens doivent payer pour les services qu'ils veulent avoir et donc ils doivent travailler pour avoir de l'argent. Donc c'est une forme de, plutôt que la gratuité, c'est la tarification. Il doit y avoir des tarifs, à la rigueur des tarifs modulables, mais il faut payer pour un service. Ça existe, ça ne doit pas exister des services gratuits ou alors vraiment pour les populations très spécifiques qui sont vraiment dans le besoin. Et encore là, il ne faut pas trop leur donner d'argent pour éviter l'assistanat. L'assistance, c'est pour les amener à travailler. C'est pour ça d'ailleurs que on a un système de bien-être social qui est bien en dessous de ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté. Donc, dans le fond, on donne moins que ce qu'on considère. Donc, l'argent, l'État donne de l'argent, mais moins que ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté, ce qui est un peu absurde par rapport à la visée de ce programme-là. Mais l'idée première de cette vision-là, c'est ce qui est primordial, c'est de créer de la richesse avant de la répartir. Donc, on met l'accent sur la création de richesse et donc sur ceux qui, dans la société, on veut leur donner le plus de liberté à ceux qui ont la capacité de la créer, donc des entrepreneurs et donc le secteur privé. Donc, en termes de finalité, la gauche veut plutôt donner la priorité au bien commun, c'est un peu l'objectif majeur, non pas simplement favoriser les plus performants dans la société pour qu'ils produisent encore plus de richesses, mais essayer d'avoir une plus grande justice sociale, garantir un bien commun, un bien collectif plus large. Donc, ce qui est mis de l'avant, c'est plus l'intérêt collectif et on pourrait parler aujourd'hui de plus de justice sociale et même de justice environnementale ou écologique parce que le lien est très très fort actuellement. De l'autre côté, dans le courant plus de droite, l'idée c'est de donner la priorité à la liberté individuelle, c'est ça qui est fondamental. Donc ce qu'il faut préserver, c'est les intérêts privés. D'ailleurs, pour les plus radicaux de ce courant-là, ils vont dire que l'intérêt général n'existe pas véritablement. Et puis, le mécanisme fondamental pour ça, c'est pas tant la justice sociale, c'est la libre concurrence, le libre marché. Ce qu'il faut garantir avant tout, c'est le marché libre pour que les entrepreneurs les plus performants puissent faire de l'argent et jouir de leur propre argent. Et c'est en faisant beaucoup d'argent que la société générale, globalement, va s'enrichir et va donner le goût aux plus pauvres de vouloir travailler pour eux aussi, gagner plus d'argent. Donc c'est deux philosophies, deux visions de la société assez différentes qui vont orienter des politiques, qui vont concrètement orienter des politiques distinctes, qui vont aller vers un changement social ou une conservation sociale. Et puis ça dépend un peu des visions et finalement au final des valeurs et des opinions qui animent les gens. Donc à la base de tout ce changement politique, c'est un mécanisme euh, possible qu'on a créé, c'est comme ça que ça fonctionne dans nos sociétés. Il faut comprendre comment ça marche pour voir comment l'influencer, mais vous voyez qu'à la base de tout, finalement on y revient encore, c'est la croyance qu'on a par rapport à notre capacité à changer le monde, mais surtout à le concevoir et à voir comment il devrait fonctionner. Donc à la base, nos valeurs liées à notre vision de la société.